Salut, moi c'est Enzo Colucci et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Le concept, c'est d'échanger avec des personnes du quotidien sur ce qu'elles considèrent être leur plus bel échec, un tournant de leur vie. On va parler d'échecs sous toutes ses formes. Et ce qui est magnifique quand on parle d'échec, c'est qu'on met notre ego de côté et qu'on redevient tous égaux. Donc là, je te propose de réussir à être confortable dans l'inconfort. Tu me suis ? On s'en fiche que tu te plantes. La vie te mettra toujours des pierres sur ton chemin. Mais c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont. Alors j'espère que l'épisode te plaira. Hello Lisa et bienvenue dans Phoenix l'échec mention très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Ça va être super, on rigole déjà. On sait jamais comment lancer un podcast, on venait de se le dire avant, on le lance comme d'habitude, voilà. On dit merci, on dit bonjour, c'est cool. J'ai l'habitude, t'inquiète pas. Exact. Du coup, parfait, tu peux te présenter rapidement pour tout le monde, s'il te plaît Lisa, toi qui as l'habitude d'avoir un micro en face de toi, tu vas nous expliquer. Alors, je m'appelle Lisa Millet, j'ai 27 ans et ces 27, ils me font bien mal. J'ai un parcours école de commerce classique. Je sais pas trop, je suis plus orientée, je dirais start-up, monde de l'innovation, on va appeler ça comme ça. Voilà, dans les grandes lignes, j'ai fait mon petit bout de chemin pour arriver là où je suis allée. Et dans ce chemin, il y a eu la raison pour laquelle... On va en parler aujourd'hui justement de ce chemin. C'est ça. On va parler de ce chemin. Et tu fais du podcast aussi, là, on est entre podcasteurs aujourd'hui. Exactement, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, Enzo. C'est trop drôle. Est-ce que tu vas un petit peu expliquer vite fait ton podcast en 2 lignes, un peu ce que tu fais Avec plaisir, ouais. Donc moi, mon podcast s'appelle Histoire d'artisan. Et bon, je suis pas allée chercher très loin le nom. L'idée, c'est d'interviewer des artisans et d'essayer de comprendre un peu ce qu'ils vivent au quotidien. Donc voilà, il y a maroquinier, il y a styliste, il y a bijoutière. Enfin, il y a un peu tous les artisanats et l'idée, c'est de vraiment comprendre qui ils sont et comment ils vivent. Trop cool. Je mettrai le petit lien de façon dans la description pour que les gens puissent aller écouter et suivre ton podcast. Trop gentil. On va rentrer du coup dans le vif, Lisa. Est-ce que toi, tu peux nous donner ta définition de l'échec ? Ouais. Alors, c'est pas simple comme question. Et je me suis dit qu'en fait, les gens que j'avais rencontrés qui avaient pas connu d'échec, c'est des gens, je vais pas dire des gens pour qui tout était trop facile et qui se motivaient pas, mais des gens qui peut-être prenaient pas assez de recul. Et pour moi, l'échec, l'erreur, tous ces éléments de parcours qui font que tu t'es réorienté, c'est un peu un élément incontournable de la vie qui fait que ça va te motiver à avancer, ça va te motiver à comprendre qui tu es et à dire qu'est-ce que je veux vraiment pour quand je ferai le bilan j'espère 90 ans. Je touche du bois. Voilà. Ok, c'est intéressant. Et si on continue du coup sur cette trajectoire, toi aujourd'hui tu vas nous parler de quoi ? T'as un petit peu teasé au début du coup là sur ton parcours. Tu vas nous parler donc de quoi comme échec entre guillemets aujourd'hui, Lisa ? Le jour où j'ai été virée de prépa. Un sacré jour. C'est cool ça. Ouais. J'ai encore le souvenir, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Pour expliquer déjà, post-bac, je commençais déjà à me dire est-ce que je fais prépa ? Mon frère a fait prépa. Mes parents ont pas fait prépa, mais mes parents ont tous les deux un bac plus 5. C'était assez logique dans ma famille de faire prépa. Mais quand même, j'avais passé les concours pour les écoles passerelles, les écoles post-bac. Donc j'avais passé ces concours-là, j'avais eu une école. Et la question, c'est est-ce que j'allais dans cette école ou est-ce que j'allais en prépa. Et puis je me suis dit, go prépa. Go arrêter de vivre. Est-ce que c'est la pression de tes parents ? Tout à l'heure, t'as dit que t'as suivi un petit peu le parcours de la famille. C'est la pression de tes parents qui a fait que t'as opté au final pour ce choix-là ? En fait, je l'ai présenté comme ça. Je dirais pas que c'était la pression de mes parents, mais je savais que ça marchait parce que c'était un parcours auquel je pouvais me référer. C'était le parcours de mon frère. J'avais eu la chance de pouvoir parler avec la fille d'un collègue de mon père qui a fait exactement la même prépa que moi. Donc c'était pas vraiment de la pression, mais j'avais pas eu de réponse de gens qui avaient fait des écoles post-bac, mais j'avais eu la réponse de quelqu'un qui avait fait prépa. Donc c'était facile de savoir là où potentiellement je pouvais aller. Et donc j'ai fait mon année de prépa, j'ai rencontré mes meilleurs amis,
C'était une prépa avec internat, donc vraiment j'ai vécu une année incroyable. Et pendant cette année, vers la fin de l'année, en fait non, vers le milieu de l'année, puisque c'était au moment où il fallait faire ses admissions post-bac, ma mère me dit, et merci maman, je sais que tu vas écouter ce podcast, merci d'avoir fait ça, je te l'ai déjà dit, mais je te le remercie. On remerciera jamais assez nos mamans. Ma mère me dit, écoute, continue ta prépa, moi de mon côté, je vais peut-être t'inscrire au BTS. Et je dis, franchement, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Moi, je continue ma prépa. Et en fait, dans ma prépa, il y avait des prépas et des BTS. Donc, elle me dit, c'est très simple, je vais t'inscrire au BTS de ta prépa, du même endroit. Et t'auras rien à faire, à part peut-être, potentiellement, rencontrer la directrice du BTS. Et moi, j'y croyais parce que le directeur de prépa, qu'est-ce que t'as besoin? Non, c'est ma chaise qui couine. Et il y a un élément qui fait que en fait je me suis jamais préparée au fait que j'allais pas finir cette prépa. C'est que je savais que le directeur de prépa convoquait tous les candidats, tous les élèves qui pouvaient potentiellement ne pas être pris en deuxième année. Et de tous les élèves qu'il a pas pris en deuxième année, j'étais la seule qu'il a jamais convoquée. Et j'étais la Et j'étais la 6e en partant du bas. Grosse perf. T'étais pas dernière non plus. J'étais pas dernière. Et ça, c'est quand même quelque chose. Et du coup, je m'inquiétais pas trop pour les résultats. Surtout à cause de ça, en fait. Et puis, je raconte un peu le contexte parce que le contexte a été assez dur quand même. J'étais en train de faire les courses avec ma tante. Donc, moi, ma prépa, elle était à Toulouse. Ma tante, elle habite en Normandie. Autant dire que géographiquement, c'est loin. Du coup, mentalement, c'était très loin. Clairement, là, on est dans une zone rouge. On enregistre, on est en fin de confinement. Là, on est en zone rouge, clairement. C'est ça. Donc, j'étais dans un magasin avec ma tante. Et là, je reçois un coup de fil de ma coloc de chambre qui me dit « Lisa, j'étais au résultat du conseil de classe. Tu n'es pas prise en deuxième année. Donc toi, t'apprends ça, t'es dans un magasin, t'es là. Quoi ? Tu l'avais déjà imaginé, ta deuxième année, hein, bien sûr. Tu t'étais projeté, tu t'étais dit alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme école ? Et là, ta coloc t'annonce que t'es pas prise en deuxième année. Du coup, je raccroche. Je dis merci. Je raccroche. Et je vais voir ma tante en pleurant, en lui disant, est-ce qu'on peut rentrer ? Je comprends pas trop, la pauvre. Donc on rentre. Et donc, je lui explique que je n'ai pas été prise en deuxième année. Et franchement, je trouve que dans ces échecs, en fait, tu dis tout le temps la même chose. Tu dis, qu'est-ce que vont penser les gens ? C'est la honte. Mmh. Là, pour le coup, mais ta maman, elle t'avait déjà, entre guillemets, elle avait pas prévu le coup, mais elle avait essayé d'anticiper, d'avoir un plan de secours. Donc, on va dire que, est-ce que au niveau de tes parents, à ce niveau-là, toi, t'étais quand même sereine ? C'était le regard des autres, tu veux dire, des gens qui étaient avec toi en prépa, de tes potes, des gens du même âge ? C'était quel regard des gens exactement ? C'était mes camarades de classe, c'était mes potes et c'était ma famille aussi parce que mon frère a fait exactement la même prépa, que lui il a réussi et que lui a une chance de monstre, c'est que il a été toujours moyen en prépa et le jour de ses concours il a fait un braquage et même lui il le dit. Donc quand il écoutera il me dira pas putain Lisa t'abuses. Il a vraiment fait un braquage total. Et moi, j'arrivais même pas à le faire, quoi. Et non, ça a été... en fait, c'est encore une fois c'est le regard de tout le monde. Le dire, putain, mais j'ai échoué lamentablement là où les autres ont réussi. Pourquoi ? Surtout que ça t'est tombé dessus, genre d'un coup, c'est ça que tu disais, genre parce que toi, tu t'étais dit, je suis pas convoqué par le directeur, donc tranquille, là, je suis en train de faire les courses, ça va bien se passer, et bam, t'as ça qui te tombe dessus vraiment, genre. C'est exactement ça, en fait. Je pense que si t'es préparé psychologiquement et que tu dis, bon, potentiellement, ça peut arriver, au final, je pense que c'est ma mère qui a mieux réagi, puisque du coup, elle s'y était préparée. Après, j'ai des parents extraordinaires, j'étais tellement dans un mood, mais... Je pleurais, mais toute ma vie. J'étais avec ma tante et ma grand-mère. Je pleurais toute ma vie. Et mes parents m'ont dit, mais... Enfin, tu peux pas... Enfin, en vrai... Enfin, je dis pas que tous les parents sont comme ça. Et c'est pour ça que je remercie mes parents d'avoir réagi comme ça. Mais mes parents m'ont dit, tu vas te relever et tu vas y arriver. En fait, aussi, peut-être que ta maman, c'est drôle, c'est cool que t'aies parlé justement de ton frère avant, le braqueur. On va l'appeler le braqueur, ton frère. Est-ce que tu penses que justement, comme elle a vécu un peu cette expérience
avec ton frère avant et que ton frère était peut-être limite, bah elle savait que c'était pas si évident et donc elle voulait un petit peu te protéger. Il y a une part de ça aussi peut-être. Ça l'a aidé peut-être à bien anticiper, d'avoir vécu cette expérience au préalable avec ton frère. Oui, enfin, je pense que c'est surtout une personne très prudente et très clairvoyante et elle sait que sa fille, même si elle l'adore, c'est pas la reine du monde, quoi. Et qu'elle peut parfois échouer et que si elle échoue, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est juste pas au bon endroit. Heureusement. Voilà. Bien. Et heureusement, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais si ma mère n'avait pas fait ça, et du coup, je me serais sûrement retrouvée à la fac. Je me suis demandé comment j'aurais vécu ces années. Et je pense qu'en fait, j'étais pas du tout prête à prendre les choses en main et à me dire, maintenant, il faut que je travaille ici. Enfin, j'ai peut-être des a priori sur la fac, mais pour moi, c'est vraiment, t'es seule et tu dois tout faire tout seul. Et j'étais encore un bébé, enfin, j'avais besoin encore qu'on me dise pour demain, vous me rendrez 2 pages sur ce thème, quoi. Ça t'a pris combien de temps à te relever, du coup, après ce choc émotionnel que t'as vécu avec ta tante? C'était à quel moment de l'année? Et après, du coup, t'as pris combien de temps avant de partir en BTS et de se dire, ok, vas-y, bon, maintenant c'est fait, j'avance. C'était quoi un peu cet élément-là? Du coup, c'était le conseil de classe de fin d'année. Donc, je l'ai appris début juillet. Donc, j'ai pas vu mes camarades de classe pendant 2 mois. Donc je suis restée dans le même bahut et je suis retournée et je les ai revus et la rentrée a été terrible. La rentrée de voir tous tes camarades de classe dans une même classe et toi t'es de l'autre côté du couloir mais vraiment à l'opposé géographiquement du couloir et te dire je suis pas avec eux et tu regardes les gens autour de toi et tu te dis mais c'est pas censé être eux avec qui je devrais être. Et au début j'étais verte et franchement ça a pris du temps. Je pense que en vrai, je me suis pas vraiment posé la question. Je pense que ça a été très smooth, mais ça a pris le temps que je me fasse 2 très très bonnes amies en BTS sur qui je pouvais compter et qui comprenaient l'enjeu. Parce qu'en fait, moi pendant 1 an, c'était ok, je suis en BTS, mais mes concours aux écoles de commerce, je lâche pas. Et même en première année, alors je vais pas dire que je travaillais mes concours, mais je réfléchissais déjà, je me faisais déjà des plans, je regardais déjà les écoles que je pouvais avoir en concours parallèle. Donc c'était vraiment, ok, le BTS n'est qu'une passerelle. Enfin, ce sera pas ce qui me définira, quoi. Et t'as passé genre un sale été, du coup, j'imagine. Si tu dis que c'était donc en juillet, t'as la reprise genre en septembre, genre t'as grave angoissé l'été. Comment t'as anticipé un peu du coup cette reprise en septembre? Genre juillet, août, tout est là, tu te dis putain, j'apprends genre en juillet que c'est mort et que je vais aller de l'autre côté du couloir, comme tu dis. Genre, comment tu t'y prépares à ça? Toute sincérité, j'ai aucun souvenir. Non, j'ai pas mal vu mes potes de prépa. À l'époque, j'avais un copain, on s'est pas mal vu. Je sais plus trop ce que j'ai fait cet été-là. T'essayes de penser à autre chose? Oui, en tout cas, il m'a pas marqué cet été. Donc j'imagine que c'est drôle, c'était pas si terrible que ça. Ouais. Et donc après j'ai t'as une mémoire attendu de te faire de potes. Ouais. Oui, et du coup, je me suis fait 2 très très bonnes potes qui le sont toujours aujourd'hui. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment réussi à me dire bon ok, la prépa c'était un moment de ma vie. Ah si, il y avait un élément essentiel aussi. J'ai tendance à être, je pense que j'ai un peu évolué de ce côté-là, mais j'ai tendance à être très jalouse en amitié. Et du coup je me disais ils vont m'oublier. Et ça c'était dur. Et en fait, à partir du moment où, au bout de quelques mois, j'ai compris que ma meilleure pote m'oublierait pas, mes amis, je pouvais toujours aller les voir, je pouvais toquer à leur chambre, il y avait pas de souci, et que j'arrivais à me faire d'autres amis, je pense que naturellement, je suis passée à autre chose. Ouais, il y a ce sentiment d'abandon, au début. Ouais. Il y a, je pense, un moment dans l'année qui a été difficile, c'est quand ils ont tous passé leur concours et que j'aurais dû être avec eux. Ça a été difficile, à la fois ça a été jouissif de voir à quel point ils étaient pas bien. Et moi j'étais là, allez, moi c'est dans 1 an. Du coup voilà, c'est ouais, je pense que si je l'ai si mal vécu, il y a en grande partie tu t'étais projeté et c'est pas ce qui s'est passé. Ok. Et après, pour le coup, eux, une fois qu'ils ont passé les concours et qu'ils sont partis,
Là, ils sont plus là, tes potes. Ils sont plus à l'internat avec toi, ils sont plus dans la même école, ils sont plus de l'autre côté du couloir, mais t'as tes nouveaux potes. Donc là, on va dire, tu t'es aussi fait à l'idée, c'est déjà plus cool, non, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, la deuxième année, j'avais mes potes de BTS, je travaillais pas mal mes concours, parce que j'avais toujours cet objectif. Et il y a un truc qui m'a halluciné. Après, j'y réfléchi depuis, et je me suis dit, mais tu vois, on dit... En fait, c'est une conversation qu'on vient d'avoir sur est-ce que c'est bien de faire une école de commerce, est-ce que sur ton CV c'est nécessaire. Moi, quand j'étais en BTS, j'étais en colère contre le corps enseignant qui ne nous poussait pas à continuer après le BTS. Je sais pas si c'est dans tous les BTS le cas, mais dans ma classe, de début de deuxième année, quand tu leur demandais ce qu'ils voulaient faire après, ils savaient pas. Et ça me rendait folle en fait, parce que je me disais, mais déjà vous avez même pas une licence, vous avez rien en fait, vous avez juste un BTS, et puis vous pouvez faire tellement de choses. Aujourd'hui avec ce BTS, c'était un BTS Management des unités commerciales, MUC, incroyable nom. Avec ce BTS, avec ce BTS, je crois que tu pouvais faire vendeur dans une boutique quoi. Et ça me rendait folle. Et du coup, j'ai milité pour qu'on soit plusieurs à passer les concours. Et je crois que mon année, on a été l'année où il y a eu le plus de candidats aux écoles de commerce. Parce que je leur disais, mais... Alors, il y a eu pas mal qui du coup, ont passé les concours aux IAE. Il y en a quelques-uns qui ont arrêté, mais... j'étais en colère contre le corps enseignant qui nous donnait pas les clés pour nous rendre compte qu'il pouvait y avoir un après. Tu t'es senti abandonné aussi par le corps enseignant. Du coup, tout à l'heure, on parlait du sentiment d'abandon. Là, c'est quoi? C'est un sentiment d'abandon par le corps enseignant? C'est quoi? Non. Je vais être méchant, c'est de la compétence. Ouais, c'est ça. En fait, je sentais les autres abandonnés. Alors déjà, ils comprenaient pas ce que je faisais. Ils comprenaient pas pourquoi le jeudi soir, je leur disais non, vous allez sortir à Toulouse et vous allez boire. Moi, j'ai pas envie. Je vais travailler mes concours parce que j'ai un objectif en avril 2014. Donc j'ai un objectif pour avril 2014. Donc je sortirai pas ce jeudi. J'étais là, ça va, Lisa, tu pourras travailler plus tard. Je leur disais non en fait parce que moi je me suis mis un objectif. Du coup, comme on était un lieu physique où il y avait prépa et BTS, il y avait les forums des écoles de commerce. Mais moi, je l'ai su parce que mes potes y allaient. Mais on aurait pu complètement passer à côté. Et il y en a plein à qui j'ai dit, il y a le forum, il faut absolument y aller, allez vous renseigner, regardez tout ce que vous pouvez faire. Et on a été plusieurs à louper des cours pour pouvoir y aller. Mais enfin voilà, le corps enseignant ne l'a pas dit quoi. C'est drôle aussi, là, tu parlais du coup, donc tu t'étais mis cet objectif pour avril. Souvent, un principe qui va avec la résilience, c'est de se mettre un nouvel objectif, justement, pour avoir la capacité de rebond. Toi, c'est ce que t'as fait, du coup. Tu dis, ok, là, je me casse la gueule, maintenant, mon objectif, il est là. Et maintenant, on remonte sur le vélo et on y va. Ah oui, clairement. Clairement, je pense que si je m'en suis si bien sortie, c'est parce que j'avais, en fait, mon objectif n'avait pas changé. Je voulais toujours une école de commerce. Le moyen avait changé, mais la finalité n'avait pas changé. Donc ça faisait, en fait, moi quand j'ai passé mes oraux aux écoles de commerce, un de mes messages c'est pourquoi école de commerce? Mais ça fait 3 ans que je sais. Tu vois, il y a des gens qui ont passé 2 ans de prépa. Moi j'ai fait 1 an de prépa, je me suis cassé la gueule. J'ai fait 2 ans de BTS et ça fait 3 ans que je me bats et que je rebondis pour avoir cette école de commerce. Et du coup, tu l'as eu cette école de commerce? Et je l'ai eu. Ouais. Allez. Yes. Et je l'ai eu. Et ma plus grosse revanche, c'est donc du coup le BTS, c'est un examen à la fin du BTS avec oraux et écrit. Donc j'avais à peu près les examens en même temps que les concours. Donc grosse période quand même de stress. Et quand on a eu les résultats au BTS, je me suis retrouvée... Je pense que, encore une fois, j'ai une très mauvaise mémoire, mais tu me demandes mes notes de concours, je suis incapable de te les dire. Par contre, ma note de BTS, je peux te la dire, c'était 17,2.
17-12, pardon. Et déjà, je trouvais ça très bien. C'est très et bien. Je crois que c'est ma prof principale qui m'a appelée ou qui m'a envoyé un mail pour me dire « Félicitations Lisa, tu es première de l'Académie de Toulouse ». Et ça... Et là, gros sentiment de fierté, là. Et là, franchement, tu te dis « Putain, j'ai réussi, quoi ». Ah, c'est ouf, c'est trop beau. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que t'es là aujourd'hui, hein. C'est pour montrer qu'avec la détermination, on arrive à atteindre ses objectifs. Là, en gros, on t'a fermé la porte de la prépa, toi tu t'es dit « Ok, tu me fais la porte ? Bah, tu sais quoi, je vais rentrer par la fenêtre, poteau. » C'est exactement ça. Alors, c'est plutôt ma mère qui a dit « Tu sais quoi, tu vas rentrer par la fenêtre, du coup ?» Ta mère, elle t'a mis l'échelle. Elle t'a mis l'échelle à la fenêtre. Ma mère, elle m'a mis l'échelle. On va pas oublier maman. C'est ça. Non, mais trop Donc cool. voilà, mon histoire. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, on va dire, à des gens qui peuvent être un peu dans cette situation, qui sont en échec de prépa et qui le vivent mal, ou un truc un peu plus classique, mais qu'est-ce que t'aurais dit à ton toi à l'époque, là, quand t'as mangé genre ta grosse claque, bah c'est mort, t'iras pas en deuxième année. C'est horrible parce que, en fait, parler et de me dire, je me suis battue 3 ans pour faire un truc, et j'en ai déjà parlé à mes parents, donc je pense que je peux le dire sur un podcast. L'école de commerce, j'ai pas aimé. Mm-hmm. C'est quand même hallucinant de se dire, putain, tu t'es battu autant de ça pour te dire que t'as payé 10 000 € 4 années quand même, parce qu'il y a l'année de césure que tu payes. Allez, c'est 35 000 € à peu près les 4 années d'école de commerce. Pour te dire qu'en fait, t'aurais peut-être dû faire la fac. Alors, je pense que j'en serais pas là où je suis parce qu'il fallait que je me construise aussi. Et j'avais besoin d'un cadre. Je me voyais pas du tout à la fac. Mais ce que je dirais à des gens qui se posent des questions sur leur parcours, etc., c'est, en fait, c'est la façon dont tu y vas, ça n'a pas d'importance. La question, c'est où tu veux aller. Et parfois, tu penses que tu veux aller à un endroit et c'est pas l'endroit où au fond de toi, tu veux aller. C'est un des sujets qui me passionne le plus quand j'interviewe des artisans dans mon podcast. C'est que c'est des gens qui souvent ont... Alors, je vais pas dire souvent parce que la plupart que j'interviewe, ils te disent j'ai toujours su que je voulais faire ça. Mais il y en a qui se réorientent. Et il y en a qui disent mais en fait j'étais malheureux jusqu'au jour où j'ai découvert l'artisanat. Et tu te dis mais... peut-être qu'il t'a fallu être malheureux pour te rendre compte qu'en fait, c'est pas l'argent qui te faisait vibrer, c'est pas le salaire que tu pouvais gagner en CDI, mais c'est tout abandonner, tout plaquer pour vivre de ta passion et potentiellement vivre difficilement le mois, mais le vivre tellement heureux dans ta passion. Et ça, c'est un truc, je trouve que justement, on n'est pas très fort en France pour ça, de se dire, mais c'est un peu toujours ce sujet du regard des autres. Est-ce que si j'ai pas un gros compte en banque, on va bien me voir est-ce qu'on va pas me remettre tout le temps en question parce que je gagne pas 4 000 € par mois et... Ça rejoint un peu la vision de l'épisode 2 que j'avais fait avec Vicky Das, qui est juste énorme. Et elle se mettait une pression de fou toute seule, mais au final on en revient, comme tu dis, un peu au même. C'est toujours le regard des autres, c'est cette pression sociale de le milieu dans lequel je suis, les gens, comme tu disais tout à l'heure, genre toi au début tu t'es dit le regard des autres, je suis en train de redoubler, qu'est-ce qu'ils vont dire dans ma classe, mes potes, etc. Et ça c'est un truc sur lequel il faut clairement qu'on travaille tous. Je pense que c'est hyper important. Ça doit sans doute passer déjà par s'aimer soi-même, selon moi, tu vois. Je suis complètement d'accord. Tu t'aimes toi-même, donc derrière t'es un petit peu plus blindé face à ce regard en fait, parce que chacun a un regard différent et c'est toute une question de perception, je pense, au fond. Chacun a sa vie. Est-ce que tu peux t'aimer si tu fais pas un métier qui te ressemble? Il y en a, je pense. Il y en a qui s'aiment et qui font un job, peut-être parce que c'est leur plan de carrière aussi, de se dire genre là, je vais en chier pendant X années, mais je vais palper un max d'oseille parce que derrière, je veux être tranquille. Il y en a qui ont aussi Moi, je crache pas sur ces gens-là parce que je trouve que c'est une énorme... forme de détermination aussi, d'arriver à faire des sacrifices très très tôt pour faire un job qui peut-être les passionne pas. Après, moi j'aime pas cette notion parce que c'est mettre en avant l'argent, et on en avait parlé avec Greg l'autre fois dans l'épisode aussi. C'est si ton moteur c'est l'argent, pour moi ça sert à rien, c'est la passion, tu viens très bien de le dire juste avant, qui doit t'animer. Mais
Il y en a qui arrivent à le faire, et je pense que ces gens s'aiment, et heureusement, et je leur souhaite, clairement. Je sais pas. Il n'y a pas d'unique réponse, encore une fois, c'est comme tout. Non, il n'y a pas d'unique réponse, mais... Enfin, en gros, si je peux conseiller tous les gens qui sont en train de se poser des questions, c'est le moment où les admissions post-bac, ça va tomber, les résultats. Franchement, moi, ce que je dis, mon cousin, il est en train d'attendre les admissions post-bac, là. Ma cousine, elle est en train d'attendre les résultats aux écoles de commerce. La seule chose que je leur dis, c'est, au pire, tu te trompes, mais tu pourras toujours rebondir. Et si tu choisis la mauvaise école, enfin, déjà, il n'y a pas de mauvaise école de commerce. Tu trouveras une bande de potes, quelle que soit l'école. Il n'y a pas de mauvaise formation. Quelle que soit la formation, elle t'apportera. La prépa, ça a été, d'un point de vue parcours, on peut appeler ça un échec, mais ça m'a jamais... Enfin, j'ai été très structurée, en fait. Ça t'apportera toujours quelque chose, comme tu viens de dire. Oui, c'est ça. C'est que même si tu choisis de tenter médecine, alors que au final tu vas finir peintre, mais la médecine t'aidera à faire quelque chose dans ton futur métier, parce que t'apprendras des bases, que ce soit la façon de travailler ou que ce soit des éléments de langage, j'en sais rien, mais tu t'en resserviras tout le temps en fait. Alors moins la prépa, bizarrement. Mais dans mon quotidien, je me souviens de vachement de choses de BTS, alors que c'était pas du tout mon premier choix de carrière. Bref, tout ça pour dire, rien n'est grave, tout est rattrapable. Moi, j'ai un pote il a fait un DUT, il a fait une école de commerce, il a passé 1 an au chômage, à passer plein d'entretiens et à se dire, mais ça me passionne pas, c'est pas ça que je veux faire. Et un jour, on lui a dit, moi, je vais rentrer dans une école de musique. Et là, il a fait, putain, c'est ça. C'est ça, en fait. Et franchement, je redécouvre. Mais vraiment, c'est une redécouverte, là. Il est en train de s'épanouir vachement. Et il a 26 ans, il est toujours en études. Et sûrement qu'il va gagner bien moins que ce qu'il aurait pu gagner avec un salaire d'école de commerce. Mais il est tellement heureux. Trop cool. C'est incroyable. Enfin, moi, la seule chose que je dis, c'est vous verrez. Tentez, vous verrez. Trop bien. On va finir là-dessus sur cette petite interview et on va passer sur les fameuses questions pour la mention avec toujours le poteau W et son fameux jingle. Question pour la mention. Donc la première question, Lisa, c'est quelle personnalité t'inspire le plus ? Eh bien moi, elles sont pas connues, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les interviewe, mais c'est tous les artisans que j'interviewe dans mon podcast. Parce que justement, c'est des gens... Le premier épisode de mon podcast, c'est Alice Hubert qui dit... À un moment, je crois qu'elle aime bien cette anecdote, donc elle la raconte souvent. Elle dit, un jour j'ai dit à ma mère que je voulais faire de la bijouterie. Elle m'a dit, j'espère que t'aimes les pâtes, ma fille. Et j'ai répondu, j'adore les pâtes. Et en fait, c'est juste des gens qui ont décidé de pas gagner des millions et qui sont tellement plus heureux que moi. Mais c'est incroyable. Enfin, donc voilà, moi c'est eux qui m'inspirent tous les jours. Ok, ça fait du sens, c'est beau en plus ce que tu dis. Deuxième question, Lisa, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Je dirais que ma première valeur, c'est la tolérance. Un peu, ça résonne de tout ce qu'on vient de dire, mais je serais la première à pas juger un CV, je pense. Parce qu'on fait notre bout de chemin et... Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est super compliqué. Quand tu reçois 400 CV, il faut faire une première sélection et il faut bien qu'il y ait des critères, mais franchement, tu sais pas si... Enfin, moi, j'aurais trop peur de jeter le CV en me disant, non, mais lui... il a jamais fait ce métier, comment je vais savoir s'il est mauvais pour ça ? Enfin, je pense que j'aurais trop peur de mettre des gens parfaits pour le métier. Alors que certes, ils l'ont jamais fait, mais ils ont toutes les capacités, les soft skills comme on les appelle en start-up. Donc voilà. Ok, donc la tolérance. La tolérance. En fait, j'avais plus pensé à des qualités qu'à des valeurs. Vas-y, parle d'une qualité, ça va très bien. L'empathie. L'empathie, franchement, moi j'arrive pas à parler avec des gens qui sont pas empathiques.
Souvent parce qu'ils sont auto-centrés et qu'au final, la conversation, elle n'existe pas et qu'elle est juste dans un sens. Donc en fait, il n'y a pas de conversation, c'est un monologue. Au début, j'écoute et après, ça me fait chier. Et la dernière, c'est quand même l'humour. Et ça, je pourrais... Un jour, on m'a demandé qu'est-ce qui était essentiel dans ma journée, j'ai dit rire. Eh ben, t'as bien raison. Super important. Rire, c'est vivre. J'adore, j'ai un t-shirt comme ça. Et l'humour fait la force, pour ceux que ça intéresse. Et l'humour fait... Ça, c'est une petite association que j'ai créée avec un pote pendant le Covid. On va vous en parler bientôt. J'espère que vous allez être aux aguets, mais l'humour fait la force. Oh, trop bien, du coup. Donc, tes 3 vertus, on a dit la tolérance, on a dit l'empathie et l'humour. Exactement. C'est beau. On kiffe ce que tu dis. Et maintenant, petite question encore. Quelle est la lecture que t'aimerais conseiller ? Alors moi, je déteste les bouquins qui sont pas des romans. Il faut qu'il y ait une histoire. Sinon, je me fais chier de ouf. Ok. Et du coup, j'ai pas mal cogité parce que j'étais là, franchement... Alors, je te le montre. C'est un magnifique bouquin qui s'appelle « Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse ». Pour la petite anecdote, j'étais au Pérou pendant mon échange universitaire quand je l'ai reçu de ma meilleure pote, qui a barré petite, qui a mis grande, et qui a barré blonde et qui a mis brune. Et elle a mis plein de commentaires à l'intérieur, elle est trop mignonne. Mais en fait, tu vois, elle l'a dédicacé. En fait, l'histoire, c'est un roman, c'est l'histoire vraie, je crois que cette nana existe vraiment. Et en fait, elle raconte qu'elle est partie voyager toute seule et comment... dans son voyage toute seule, elle s'est construite. Donc à chaque fois, elle parle des pays. Et quand j'ai lu ce bouquin, j'étais au Pérou, donc vraiment dans cette sortir de zone de confort et se réinventer et machin. La seule chose qu'elle m'a super donné envie de vivre, de découvrir, c'est la Mongolie. Trop envie d'aller en Mongolie. Je sais pas si tu y es déjà allé, mais ça a l'air ouf. Pas du tout. Mais on me l'a déjà vendu, ouais, clairement. Clairement, j'ai très très envie d'y aller. Et c'est un bon roman pour s'évader et se rendre compte que en vrai, elle est très forte sur l'échec, hein. J'y réfléchis là. Ouais. Parce qu'elle en a connu dans son bouquin des échecs, hein. Mais tu me donnes très envie de le lire, ce bouquin, de toute façon. Non, franchement, en fait, les chapitres, c'est, par exemple, là, j'ouvre, c'est comment se débarrasser d'un Indien plus collant qu'un âne au fromage. Et du coup, elle explique comment elle s'est retrouvée dans une situation vraiment relou et qu'elle s'en est sortie. Ok, il y a une note d'humour aussi là-dedans. Je comprends pourquoi t'as choisi l'humour avant. Bon, dernière petite question avant qu'on se quitte, Lisa. C'est quoi ton prochain objectif que tu t'es fixé avant de te planter ? Je pense qu'un jour, je vais créer ma boîte. C'est sûr. Ça fait longtemps que je le dis, il va bien falloir que je le fasse un jour. C'est tout le malheur que je peux te souhaiter. Moi, j'ai déjà fait, j'ai trop kiffé. Donc, grave. Mais toi, t'as mis le projet en même temps, Enzo. T'as créé 40 000 boîtes. À pas 40 000 boîtes. Ouais, aucune n'a marché, c'est pour ça que je suis là avec ce podcast. Un podcast, une asso, un CDI. Quoi d'autre, tu m'as dit ? Il y a d'autres trucs, je sais. Il y a trop de trucs. Tu me donnes le tournis. Eh ben, si seulement. Bon. Lisa, le petit rituel de fin que moi j'aime bien, c'est comment est-ce que tu peux me résumer tout ce qu'on vient de se dire là en une seule phrase ? C'est le jeu d'être concis là à la fin. Je dirais à partir du moment où vous avez un objectif, quel que soit le chemin, vous l'atteindrez. Bang. Si mon micro il m'avait pas coûté un peu d'argent, je dropperais le mic, comme diraient certains. Drop the mic. Drop the mic. Trop cool. Bah franchement, merci beaucoup Lisa. C'était vraiment un super échange, hyper intéressant, je pense hyper inspirant pour des jeunes gens et des gens moins jeunes aussi, qui vont pouvoir se reconnaître dans ton expérience. Bon, et bah merci beaucoup Lisa en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, je te souhaite tout le meilleur pour ton podcast et tous tes projets pro et perso. Bah merci. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, ciao. Salut. J'imagine que si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je suis ravi et j'espère que t'en ressors avec beaucoup de gratitude et surtout l'envie de tenter des choses. Je peux que te souhaiter de te planter. D'ailleurs, si jamais tu penses à une personne autour de toi qui serait susceptible d'aimer nous partager son plus bel échec, n'hésite pas à me donner ses coordonnées ou lui dire de me contacter directement à phoenixpodcast@gmail.com. Et enfin, si tu peux juste prendre 30 secondes de ton temps pour aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast
et me permettre de faire connaître Phoenix à un plus grand nombre, tu serais vraiment au top. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.